Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Est-ce un pas de franchi de plus sur le chemin de la paix entre les adversaires d'hier? À la veille de la fête de l'indépendance en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé la remise en liberté de 78 personnes détenues depuis 2020 pour leur opposition à son troisième mandat. La libération des prisonniers avait été réclamée par les leaders de l'opposition, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, tous deux anciens présidents. La libération des prisonniers réclamée par ces leaders de l'opposition est donc enregistrée en partie. L'ancien président Laurent Gbagbo aurait transmis une liste de 110 personnes au président Alassane Ouattara. 78 sont aujourd'hui avec leurs familles. On parle de leaders du FPI, mais aussi des membres du PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié. Ce dernier a, dans un courrier au chef de l'État ivoirien, demandé l'ouverture d'un dialogue inclusif. Côte d'Ivoire, libération de 78 prisonniers. Quel impact sur la réconciliation prônée? C'est le thème de l'émission. On revient juste après l'intermède. Avec nous aujourd'hui, pour en parler, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Lionel. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Face à vous, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en coaching intégral, président de l'association Fiat Monde. Patrick Armand-Pouillon, quand on enregistre des responsables ou des militants d'opposition qui retrouvent la paix et leur famille avant la commémoration de la fête du 1er août, qu'est-ce que cela symbolise selon vous? Ah, ça fait beau d'être Ivoirien en ce moment. Les Ivoiriens sont contents. La majorité des Ivoiriens est aujourd'hui satisfaite de voir que les leaders qui ont offert la guerre il y a quelques années sont en train d'offrir maintenant la paix, sont en train d'offrir de bonnes choses. Je salue cette libération et je salue ce qui va suivre certainement après en termes de dialogue. En tout cas, la Côte d'Ivoire est sur la très bonne voie. Lamine Cissé, 78 militants libérés en lien avec la contestation du troisième mandat en 2020. Réponse du président Ouattara à Laurent Gbagbo, ou c'était déjà prévu ou dans les tuyaux? Oui, réponse positive. Réponse positive à la réconciliation. Il faut souligner que ces 9, parmi ces 9 qui ont été graciés, il y a 68 au total, 69, qui sont sous contrôle judiciaire. Parce que la justice aussi a sa méthode. Donc les gens n'entendent pas que, bon, ils sont libérés sous liberté provisoire ou contrôle judiciaire. Les autres sont graciés. Je crois que c'est un processus qui est mieux enclenché. Et nous constatons la volonté de part et d'autre. Parce que, comme je l'ai dit sur le plateau ici, la paix n'a pas de prix. La paix, c'est les braves hommes qui font la paix. Voilà, donc, moi, la lecture que je donne à cela est que c'est une lecture d'espoir. Et je suis en train de voir que la cohésion sociale serait un facteur de stabilité. Et ça va permettre, n'est-ce pas, à ne pas être comme, par exemple, au Burkina Faso, où les djihadistes sont là, ou au Niger, où les djihadistes sont là. Donc, c'est un motif de satisfaction, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute la sous-région. Voilà. Patrick Armand-Pouillon, on a vu les deux hommes se rencontrer, on a vu de franches accolades, des images qui ont plu à tout le monde. Beaucoup estimaient que c'était une sortie beaucoup plus politique que réelle. Est-ce que cet acte-là vient confirmer ou, je ne sais pas, laisse encore la porte ouverte à quelques interprétations? Mais quand on dit que c'est politique, ça ne doit pas avoir de connotation négative. C'est politique, c'est des politiciens.
Même la libération est politique. La réconciliation est politique. Donc, on ne peut pas être étonné que des policiers posent des actes politiques. Maintenant, est-ce que, vous savez, les gens doutent parce qu'ils pensent que c'est à contre-cœur et c'est contre leur intérêt que les différentes parties sont en train d'aller à la réconciliation. Non. Le président Gbagbo a tout à gagner dans ce processus de réconciliation. Le président Alassane Ouattara a tout à gagner. Le président Bédi a tout à gagner. Donc, en réalité, nous sommes arrivés à un moment où les intérêts convergent. Donc, quand les intérêts convergent, on n'a pas été étonné que les uns et les autres... En politique, écoutez bien, il faut que ce soit clair. Personne ne rentre en politique si ce n'est pour ses intérêts personnels. Personne ne rentre en politique si ce n'est que pour ses intérêts personnels. Monsieur Lamine veut retourner en politique pour ses intérêts. Donc, il faut que ce soit clair. On ne rentre en politique que pour ses intérêts. Donc, à partir de cet instant, si nous perdons ça de vue, nous serons chaque fois dribblés. Aujourd'hui, les intérêts du président Alassane Ouattara, les intérêts du président Laurent Gbagbo et les intérêts du président Henri Konan Bédié vont dans le sens de la réconciliation. La Côte d'Ivoire va gagner. Mais il faut prier pour que leurs intérêts aillent toujours dans le même sens. Mais si on pense que quelqu'un va abandonner politiquement ses intérêts pour dire le peuple, ça c'est le discours. On dit, le président Mbeki a dit, en politique, les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Donc il ne s'agit pas de promesses politiques ici, il s'agit du fait que les circonstances amènent tout le monde à aller dans ce sens. Et donc le peuple qui vote et qui peut sanctionner les uns et les autres aux élections est décidé à avoir la paix. Et les politiciens sont obligés de s'allier. C'est tout. Donc, il ne faut pas qu'on pense que quand c'est politique, on ne doit pas faire confiance. Non, il faut lire le sens du vent. Le sens du vent aujourd'hui va dans la convergence des idées, dans le sens de ce que nous sommes en train de voir. Le président Laurent Gbagbo... Je rejette cette théorie-là. Cette théorie est totalement dangereuse pour la compréhension collective. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est les gens qui vont à la politique avec leur comportement. Mais la politique est une mission de service public. C'est l'abandon de soi pour le peuple. Parce que la politique, en fait, c'est l'art de gérer la cité pour le peuple. C'est pourquoi on appelle démocratie. Démocratie, c'est la gouvernance par le peuple et pour le peuple. Nous avons vu des gens qui sont rentrés en politique, qui sont sortis pauvres. Ils n'ont rien du tout. C'est pas aller prendre l'argent public et se partager qui est la politique. Cette dimension de la politique qui est enseignée dans la politique, c'est pourquoi les gens pensent que la politique c'est du mensonge, puisque des gens qui viennent mentir au peuple. Mais je peux donner des exemples que je connaisse. Il y en a plein. Le président Rawlings n'est pas rentré à la politique pour son intérêt. Il s'est sacrifié au moment où il est prêt à mourir. Heureusement, il n'a pas été tué. Kwame Nkrumah n'est pas rentré en politique pour son intérêt. Je crois que Sékou Touré n'a pas fait de politique depuis là, depuis 25 ans. On a vu ces gratte-ciels ou ces milliards nulle part. Le président Mathieu Kérékou n'est pas rentré ici au Bénin en politique pour ses intérêts. Mathieu Kérékou n'est pas milliardaire, il n'est pas multimilliardaire. Ses enfants ne sont pas milliardaires, ils ne sont pas multimilliardaires. Il a resté quoi à ses enfants? Il a fait combien d'années? Il a fait presque 40 ans de gouvernance. Ok? 17 ans, 10 ans. Ça fait combien? Il a laissé quoi? Est-ce qu'il est rentré en politique pour son intérêt? Non, il est rentré en politique pour sauver le pays, pour l'intérêt du peuple. Au Sénégal, par exemple, Ousmane Sonko, il a quitté, comment dirais-je, l'inspecteur des impôts. On l'a radié de la fonction publique, pas pour ses intérêts, pour le peuple sénégalais. Et moi, j'ai été formé dans un parti de gauche. Et les militants sont là, notre parti est là jusqu'à présent, on n'a jamais pris le pouvoir. Hein. Nos militants sont rentrés dans la gouvernance, ils sont sortis dans la gouvernance. Tu vas les voir, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de milliards. On ne les appellera jamais à la justice. Il y a Landing Savané, je peux donner l'exemple. Il y a Momo Diop de Kouroua, etc. Je peux citer. Ce ne sont pas des gens qui sont des milliardaires. Eux, jusqu'à présent, ils sont en train de battre pour libérer le pays. Donc, celui qui pense que tu vas vers la politique pour l'intérêt, c'est eux qui font de la mascarade politique. C'est eux qui font la dictature politique. C'est eux qui s'assoient sur la tête du peuple, alors que l'argent public appartient au peuple et c'est le peuple qui travaille. Donc, ces discours-là, il faut qu'on arrête ces genres de discours. Il faut qu'on essaie d'éduquer les populations pour que les gens comprennent désormais que le politicien qui vient s'enrichir, c'est que lui, c'est sa nature, c'est son comportement. Et je suis sûr que Coach Pognon qui partage tout ce qu'il a là,
Lui, il partage avec les gens. Tout ce qu'il gagne là, il partage avec les gens. Si on lui donne le pouvoir, il ne va pas faire comme les autres. Lui, il ne va pas faire ça. Il ne va pas s'asseoir pour voler l'argent public. Il ne le fera pas. Donc, il ne faut pas que lui, il essaie de faire cette promotion, de mettre dans la conscience de la jeunesse que la politique, celui qui bat là, c'est pour son intérêt. Non. Tu sais, Alassane Ouattara, je reviens à la Côte d'Ivoire. Je me rappelle quand il était en campagne, avec contre Gbagbo, au deuxième tour, au premier, comment dirais-je, le face-à-face là. Il a dit aux Ivoiriens, je ne viens pas au pouvoir parce que c'est de l'argent. J'ai de l'argent suffisamment que je ne peux pas finir de manger ni mes générations. Mais je viens à la politique pour changer la Côte d'Ivoire. Mais c'est un multimilliardaire à cette époque-là. Il n'a pas besoin de venir voler encore l'argent public. C'est pas ça. Donc il ne faut pas qu'on ancre cela dans la conscience. C'est des bandits, des brigands, des criminels qui viennent en politique pour gruger le peuple, pour s'enrichir de l'argent public. Alors donc je crois que cela doit être installé dans la conscience publique. Moi j'ai fait plus de 30 ans de militantisme politique. Mais si c'est des intérêts seulement, je ne serai pas là. Hein? Si c'est ça seulement, je ne serai pas là. Donc je crois que des gens comme moi, il y en a plein. C'est des millions de patriotes. Mais ils n'ont pas la chance d'accéder au pouvoir. D'accéder au pouvoir. Voilà. Est-ce dans le chemin d'accéder au pouvoir aussi que le problème se pose, Patrick Arbon-Poyon? Ceux qui ont peut-être un discours qui prendre le pouvoir, l'exercer et en profiter, gagnent plus que ceux qui ont un discours comme celui que vante Lamine Cissé, un discours pour le peuple. D'abord, Lamine Cissé a pris près de 10 minutes pour dire autre chose, carrément autre chose. Quand il va reprendre l'émission, il va entendre intérêt. Lui, il a mis intérêt égal argent. Et donc, ça l'a emmené totalement dans le décor et il a fait une longue théorie hors sujet, carrément. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle d'intérêt, il ne faut pas voir argent. Il ne faut pas voir matériel. Personnellement, j'ai refusé d'aller en politique par intérêt personnel. Ça ne m'arrange pas d'aller en politique, je n'y vais pas. Donc, quand on dit intérêt, ce n'est pas pour argent. Si quelqu'un choisit, par exemple, d'aller en politique, si beaucoup de politiciens savaient ce qui les attendait en politique, ils n'iront pas en politique. C'est parce qu'ils n'ont pas compris combien ils vont perdre en allant en politique. C'est pour ça qu'ils sont partis. Ils pensaient gagner quoi? Même servir le peuple. Ouais, ils pensaient gagner ça. Et ils sont allés là-bas, ils se sont retrouvés en prison. Ils se sont retrouvés en exil. Parce qu'ils n'avaient pas compris tout ça. Lorsqu'on veut préparer un candidat, d'abord on le prépare à est-ce qu'il faut être candidat. Et c'est à ce niveau qu'il doit comprendre l'enjeu, de quoi il s'agit. Le discours que tient Lamine, c'est le discours des partis communistes un peu partout dans le monde qui n'arrivent même pas à conquérir le pouvoir d'État. Mais c'est un discours utopiste, c'est un discours de néophyte en politique. On va en politique pour conquérir le pouvoir d'État et pour l'exercer. Pour conquérir pour qui? Pas pour l'autre, pour soi. Pour soi. Et c'est pourquoi vous allez voir que ceux qui tiennent ces discours-là, quand ils arrivent au pouvoir, ils ne partent plus. Ils ne veulent plus partir. Parce qu'ils découvrent autre chose maintenant dans la fonction. Donc, revenons à ce que nous sommes en train de dire. En Côte d'Ivoire, nous avons aujourd'hui les axes qui convergent. Alassane Ouattara a besoin de purifier le pays pour ce ultime mandat qu'il est en train de faire. Le président Konan Bédié a plein de collaborateurs importants et utiles pour lui qui sont aux arrêts, qui sont en exil. Il a besoin de leur libération. Laurent Gbagbo a besoin de reconstituer sa troupe. Donc aujourd'hui, les axes convergent. Ils vont s'entendre là, maintenant. Mais pourquoi Alassane Ouattara donne un peu, vous croyez? Parce qu'il sait que tant qu'il n'a pas des choses qui font que les autres vont converger avec lui, la réconciliation est partie. Donc il faut qu'on comprenne que c'est de l'intérêt du président Laurent Gbagbo d'aller à la réconciliation pour reconstruire sa troupe. C'est de l'intérêt du président Bédié d'aller à la réconciliation pour reconstruire sa troupe. Et c'est de l'intérêt du président Alassane Ouattara de mettre de l'ordre dans le pays et de pouvoir gérer dans la paix. Rien ne se fait dans le monde sans intérêt, mais il ne faut pas entendre intérêt égal argent. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Coach, je t'ai bien compris, mais si c'est ça là, c'est toi qui dois faire la politique, parce que toi tu partages.
Je te connais. Bon, maintenant, ce que je voudrais dire, je ne suis pas un communiste, je suis un socialiste révolutionnaire. C'est tout. Je ne suis pas communiste. Le communisme, c'est dans l'idéal. Oui, je t'écoute. Par rapport à la Côte d'Ivoire, Lamine Cissé, nous allons engager le débat. Il y a le président Rikono Bédié qui a donc pris son stylo et qui a écrit donc une lettre au président Alassane Ouattara. Il y demande beaucoup de choses, notamment un dialogue national franc, sincère et inclusif. Oui, ils sont mus par l'intérêt du peuple ivoirien. Parce que tous ces trois-là ne sont rien sans ce peuple-là. Ils ne le font pas pour eux. C'est pas des fonctions privées. Ils assument les fonctions d'État. C'est des fonctions publiques. Ok? On parle de la Côte d'Ivoire. Et quand on parle de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas de la Côte d'Ivoire qu'il faut voir. Il faut avoir une vision beaucoup plus large que cela. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de l'Afrique de l'Ouest. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de l'Afrique. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de l'Afrique dans le monde. C'est extrêmement important. Quand on n'a pas des analyses très engagées par rapport à cela, là, on se limite à des individus. La Côte d'Ivoire dépasse des individus. Donc, que ce soit Konam Bédié, que ce soit Gbagbo, Alassane Ouattara, ils ont assumé des fonctions d'État. Ils connaissent ce que c'est que l'État. Ils connaissent ce que c'est que l'importance du peuple. Et leur intérêt, ils doivent mettre cela de côté. C'est-à-dire qu'en fait, leur personne, dire c'est moi. Je préfère même dire qu'il faut qu'ils abandonnent leur orgueil. Il faut qu'ils fassent preuve d'humilité. Quand on pense au peuple, on fait preuve d'humilité. Quand on sait que c'est le peuple qui est, la vie du peuple qui est en jeu, on fait preuve d'humilité. Donc, je pense qu'ils sont mus par l'intérêt supérieur du peuple ivoirien. C'est la raison pour laquelle... Et ils sont mus par la stabilité et la paix dans la sous-région. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas qu'ils ressassent le passé. Et je pense que ce soit Konam Bédié, Gbagbo, Alassane Ouattara, ils ont beaucoup appris de leur expérience. Et je crois qu'ils vont maintenant aller vers une paix sincère parce que le contexte les oblige même à aller vers. L'autre jour, le président Alassane Ouattara a dit ce que nous faisons comme ça, c'est une demande populaire. Les populations ivoiriennes qui sont épris de paix veulent que c'est... Ils savent que la rencontre de ces trois-là va créer, n'est-ce pas, une dynamique de paix à la base. Et parce que chaque entité, chaque personne représente une grande entité en Côte d'Ivoire. Si les entités se mettent ensemble, ce serait beaucoup plus facile de construire cette nation. Voilà. Patrick Armand-Poyon, les demandes du président Rikono Bédié, dans sa lettre, il parle notamment des prisonniers politiques qui doivent être libérés. Il rappelle qu'il avait déjà pris cette voie-là depuis longtemps. Il énumère un certain nombre de choses, notamment un dialogue national. La posture du président Bédié, quelle est votre lecture aujourd'hui? Au fait, vous allez constater que chacun des trois patriarches, si je peux appeler ça ainsi, de la Côte d'Ivoire, veut prendre l'initiative. C'est-à-dire, veut dire que c'est lui qui est en train de... C'est lui qui a initié la réconciliation. Si vous entendez dans la bouche du président Alassane Ouattara, il a insisté sur le fait qu'il a toujours travaillé sur cette voie. Le président Bédié, dans ce courrier, est en train d'insister qu'il a toujours travaillé dans cette voie. Donc, chacun veut récupérer en griffe le gâteau. C'est-à-dire dire tout ce qui se passe, c'est grâce à moi. Le plus important, c'est grâce à eux trois. Ils sont tous les trois à féliciter dans cette démarche de paix et l'histoire se souviendra d'eux. Lorsqu'on a voulu donner un prix Nobel en Afrique du Sud, on n'a pas donné à un camp, on a donné aux deux hommes qui ont travaillé. Donc s'il y aura prix Nobel, il y aura pour les trois. Ils n'ont pas besoin de faire compétition de qui est l'initiateur ou pas. Je crois que c'est ça le plus important. Maintenant, il faudrait que, vous voyez, le président Gbagbo a eu une délicatesse de ne pas demander au président Alassane Ouattara ce qu'il ne peut pas donner maintenant. Je voudrais me rassurer que le président Bédié est dans la même logique. Parce que si on assomme un président avec des choses invraisemblables, qu'il n'est pas capable de donner, il ne pourra pas donner. Et ça va donner l'impression qu'il n'y a pas confiance, qu'il n'y a pas bonne foi, qu'il n'y a pas ceci. Je donne un exemple très simple. Lorsque les amis de la mine au Sénégal demandent au président Macky Sall de retirer toutes les sociétés chez les Français, mais ils oublient que s'il fait ça, lui-même sera en insécurité.
Donc, il ne faut pas qu'on demande aux gens du jour au lendemain quelque chose qui les mettra en danger. Donc, je pense que le président Alassane Ouattara va étudier avec de bon œil cette proposition du président Bédié, mais je voudrais que dans les différentes propositions, on puisse avoir raison garder et demander à chaque État ce que l'autre peut concéder. Nous avons partagé sur ce plateau ici la manière dont Nelson Mandela a fait les négociations en Afrique du Sud, où il demandait des choses étape par étape, des choses qu'on peut donner, des choses qu'on peut accorder et avancer étape par étape. Parce que celui qui a initié cette lettre du président Bédié, je ne suis pas sûr qu'ils ont bien écouté le discours du président Alassane Ouattara, qui disait déjà que la prochaine fois, il va rencontrer les trois. En dehors de ça, dans son discours, dans le cadre de l'indépendance, il a précisé que bientôt, il va rencontrer encore les deux autres anciens présidents et il a ajouté même qu'il salue la rencontre entre Laurent Gbagbo et le président Bédié. Donc, je crois qu'il faut que dans cette affaire-là, la compétition ne vienne pas gâter ce qu'on est en train de faire et que chacun ait raison garder pour qu'on aille vers une paix véritable et définitive. Alors, mais il ne faut pas oublier que le président Alassane Ouattara a rencontré Bédié bien avant Gbagbo. Hein? Tout à fait. Voilà, donc c'est pas la lettre là qui indique. Ils avaient eu une rencontre au préalable par rapport à cette paix-là, cette réconciliation. Donc c'est un processus, quoi. C'est un processus. À la veille de l'indépendance, de la fête de la dépendance nationale, il a écrit une lettre pour rappeler qu'il est possible que vous fassiez ceci et cela. Je crois que ça va toujours dans la dynamique de libération. Parce qu'effectivement, il ne faut pas que quelqu'un pense que je suis le principal. C'est tous ensemble, tous les trois ensemble. Hein. Parce que si, par exemple, dans cette réconciliation, un des maillons est en dehors de la réconciliation, il y aura une difficulté, ça ne peut pas évoluer. Il faut que les trois ensemble aillent ensemble. Maintenant, il ne faut pas donner ces conseils à Macky Sall, qui a donné au Sénégal tout aux Français. Il a donné tout aux Français. Il a trouvé que le président Ouad a retiré les 90% des mains des Français pour diversifier la coopération. Lui, il est venu, il a tout donné aux Français. C'est un gouverneur de la France, Macky Sall. Donc, c'est ce que nous déplorons. Et il doit être en sécurité qu'avec le peuple sénégalais. Tant qu'il n'est pas en harmonie avec le peuple sénégalais, il sera dans l'insécurité. Voilà qui est clair par rapport donc, à la Côte d'Ivoire. Lamine Cissé, j'aimerais rester avec vous. Est-ce un dialogue national qu'il faut? La terminologie peut prêter aussi à confusion. Certains estiment que si nous allons peut-être à des assises nationales, est-ce qu'il faut reparler de l'État? Est-ce qu'il faut reparler on va dire, de la classe politique dans son ensemble? Est-ce qu'il faut repenser la Côte d'Ivoire? Ou bien non, nous allons à des assises, nous négocions pour la libération d'autres prisonniers. On parle notamment des militaires, ce qui est demandé par l'ancien président Laurent Gbagbo. Comment peut-on, on va dire, s'entendre sur ces préalables-là et y aller maintenant? Oui, mais moi je pense que les assises nationales, dialogue national, ça va amener des palabres inutiles. Ça va amener trop de problèmes. Parce que, tu vois, tout le monde n'est pas au même niveau d'engagement vers la paix. Vous voyez, le Bénin a été un pays de miracles. Cette conférence nationale, parce qu'il y a un général qui dit qu'il faut y aller. Mais les autres pays, vous voyez, les conférences ont échoué. Parce qu'il y a tellement d'animosité, il y a tellement de camps de division. Il y a des gens qui ne veulent pas cette réconciliation-là. Et puis il y a des forces occultes extérieures qui ne veulent pas. Quand ils entendent paix dans un pays-là, ils font tout pour mélanger, pour qu'il n'y ait pas de paix, pour qu'eux, ils continuent à avoir la même mise. Ça, c'est extrêmement... Pour moi, les trois présidents-là, il faut qu'ils se rencontrent et déterminent avec leur plénipotentiaire, ok, qu'ils déterminent, s'ils tombent d'accord sur les principes, les modalités, etc., mais c'est fini. Ils saisissent l'Assemblée nationale, ce qu'on doit amnistier, on amnistie. Mais il y a des gens, par exemple, il faut que la justice se prononce. Il faut que la justice se prononce, parce qu'il y a des gens qui sont dans liberté provisoire. Tant que la justice ne se prononce pas, on ne peut pas les gracier.
ou les amnistier. Donc, il y a tout un processus qui doit s'engager. Mais la volonté, elle est là. Il ne faut pas appeler un autre dialogue politique qui va créer d'autres tensions. En Côte d'Ivoire, vous savez, avec la rébellion, toutes les conférences là, vous savez, quelle conférence a régi? Il fallait que les Nations Unies viennent. Quand vous appelez conférence nationale ou assise nationale, mais les institutions vont venir. Hein? C'est ces institutions qui viennent là, c'est eux qui vont ensuite mélanger tout. Mais je vous souhaiterais que, franchement, que les trois là, avec leur bonne volonté et leur plénipotentiaire, définissent les cadres de concertation, les thématiques, les points sur lesquels il faut avoir les convergences. Ils peuvent, avec leur volonté, ils peuvent, n'est-ce pas, être d'accord, avoir un protocole, et puis aller à l'Assemblée nationale pour matérialiser ça en termes de loi. Ou... Maintenant, s'il faut également des dispositions de la Constitution ou des dispositions du Code électoral, s'ils veulent avoir des aménagements, mais ils ont des plénipotentiaires. Et chacun peut, n'est-ce pas, envoyer et régler ce problème-là. Que de constituer un dialogue national, c'est comme... Non, moi, ce n'est pas mon point de vue, vraiment. Patrick Amompognon, quelle forme pour ces assises-là entre les trois personnalités? C'est à ça que je faisais, il a très bien développé, c'est à ça que je faisais référence en disant que il ne faut pas que dans ces courriers-là, on demande l'impossible. L'Ivoirien est intelligent. L'Ivoirien est de nature intelligente. C'est comme le Sénégalais. Alors, si vous mettez les Ivoiriens ensemble dans une salle, c'est chacun va parler pour lui-même. Hein. C'est chacun va parler pour lui-même. Je crois que le président a intérêt à ne pas rentrer, par exemple, dans la crise au FPI. Il n'a pas rentré dans la crise au FPI, il n'a pas rentré dans la crise ailleurs. Il continue son dialogue avec les deux anciens présidents. Je crois que la Côte d'Ivoire serait en paix. Mais si on ouvre ça et on va faire tout le monde dans la même salle, ceux qui veulent faire tomber Gbagbo pour prendre le leadership du parti vont commencer par lui donner des coups bas. Ceux qui veulent faire tomber tel... Non, je crois qu'il va falloir que les trois hommes d'État continuent de discuter sans caméra, sans micro, continuent de trouver les voies et moyens pour faire chaque jour un pas de plus. Chaque jour un pas de plus. On ne va pas courir parce que si on court, on risque de se casser la figure. Mais chaque jour un pas de plus, ils finiront pas s'en sortir. Les dernières élections législatives étaient, semble-t-il, consensuelles. L'opposition plurielle y a participé. Cette fois-ci, on parle d'une même voix entre les trois protagonistes majeurs des crises en Côte d'Ivoire depuis ces 20 ou presque 30 dernières années. Patrick Amompognon, on est en train résolument d'aller de l'avant en Côte d'Ivoire. Les anciennes querelles, on peut les taire et tout va mieux maintenant. Non, pas tout va mieux. Bon, mieux, oui. Tout va mieux, oui. La Côte d'Ivoire est sur une très bonne route, une très belle tangente. D'abord, vous avez reconnu des élections consensuelles, même si les autres partis de l'opposition n'étaient pas encore assez reconstitués pour vraiment gagner beaucoup de voix. Mais au moins, ils ont participé. Ensuite, il y a des libérations dans ce sens. C'est pourquoi il dit chaque jour un pas de plus. Je crois qu'en septembre ou au plus tard, en octobre, ils vont se revoir encore les trois pour faire encore un pas de plus. Donc, c'est des pas de plus. Ils ont l'opportunité de construire la Côte d'Ivoire de demain. Rappelez-vous, en réalité, nous avons beaucoup été durs vis-à-vis du président Bédié, du président Alassane, du président Laurent Gbagbo. Mais n'oubliez pas que le président Houphouët a fait la politique tout seul pour tous les Ivoiriens pendant des années. Donc, les gens ils sont tombés dans la politique du jour au lendemain. Donc, il a fallu des erreurs, tout ça. Et maintenant, ils ont l'opportunité de construire l'après, de construire vraiment la Côte d'Ivoire de demain. Et ils peuvent le faire et ils vont le faire. Mais je crois que la Côte d'Ivoire est sur une très belle tangente et ça donne des idées. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Le Togo vient de finir des négociations avec 52 propositions qui permettent de pacifier le pays. Donc, c'est vraiment... Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont aller. L'exemple ivoirien va vraiment servir dans les autres pays. Nous espérons que bientôt, l'Afrique va amorcer une autre page de son histoire, une page de paix, une page de joie dans les foyers. En Côte d'Ivoire, bon, je crois qu'il m'a marché sur la langue. Hein. Il a presque tout dit. C'est vrai, on est sur une très bonne pente. Je crois que ce qui est paradoxal, hein, tu sais, la politique, c'est autre chose, quoi. C'est-à-dire l'action politique, c'est quelquefois... regardez, entre l'élection présidentielle et la législative, il y a 5 mois.
Il n'y a pas plus de 5 mois. Là, on a eu plus de 100 morts parce qu'il y a un boycott actif. Il ne sera pas président ici. Il va pas, nous, on ne participe pas, mais lui aussi n'organise pas. Mais après les législatives, tout le monde est ensemble. Mais les 100 morts, là, c'est une perte. C'est-à-dire que là, on perd le temps et on sacrifie et on avance. C'est ça là le paradoxe. Aujourd'hui, ils sont ensemble. C'est pourquoi je dis, il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention parce que dans une négociation, dans un processus, la moindre chose peut basculer tout. Et c'est pourquoi on a rejeté tous les deux le fait de... Parce qu'il y a des gens qui ont un discours vatanguer, hein, et il y a des gens qui... Alassane Ouattara, non, Gbagbo, jamais. C'est Beignet qui est responsable. Il y a cela. Mais les trois là, ils n'ont qu'à souder les rangs et se concerter permanemment pour vraiment amener la Côte d'Ivoire vers les lendemains meilleurs. Et il y va de l'intérêt même de nous qui sommes sur le plateau ici, là, les citoyens de la communauté. Donc voilà, moi je suis optimiste et si ça reste dans ce cadre-là et que tout ce qu'ils se disent se matérialise. Parce qu'en fait, Alassane Ouattara, il a un rôle fondamental à jouer. Hein. Alors, il n'est plus question de dire il n'est pas président légitime. Alassane Ouattara lui a dit tu es mon président, tu es le président de la Côte d'Ivoire. Déjà, ça, c'est un motif de satisfaction. Puisque, Alassane, comment dire, je veux dire Gbagbo a dit à Alassane. Mais vous savez, ils peuvent être les deux novices, c'est-à-dire Konan Bédié et Alassane Ouattara, on peut dire qu'ils sont venus tardivement, mais le patriarche de l'action politique en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Pour son opposition à... Mais comment? C'est un monsieur que je respecte pour son combat. Pour son combat pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, à ce contexte-là, le rôle qu'il joue là, c'est ce que j'attends de lui. C'est ce que tous les panafricains attendent de lui. L'abandon de soi pour la Côte d'Ivoire. Et je suis optimiste que ça ira jusqu'au bout. Voilà. Patrick Armand-Pouillon, Laurent Gbagbo, parlons-en. Visiblement, il y a bien crise au Fonds populaire ivoirien. Des assises doivent s'ouvrir ce jour même avec certaines personnalités du parti et donc visiblement de tous les bords. Des assises qui devraient se dérouler sans Pascal Affi N'Guessan. Oui, au fait, je crois que le président doit avoir une stratégie. Je n'ai pas encore dénoué ça. Il doit avoir une stratégie de récupération de son parti qu'il est en train de développer, qu'il est en train de déployer. Donc, l'avenir nous dira, mais je n'ai pas encore bien décrypté la stratégie qu'il est en train de mettre en place. Mais, vous savez, même Simone Gbagbo est en train d'écrire l'avenir, son avenir dans le parti, malgré la volonté de son mari de ne pas le voir dans le parti. Donc, ils ont des stratégies que, certainement, ils sont en politique beaucoup plus longtemps que nous. Ils ont vu des choses et des murs, des pas mûrs. Donc, je n'ai pas encore déchiffré là où ils vont, mais je vais observer, analyser, écouter les observateurs pour me faire une idée de la stratégie qu'il est en train de mettre en place pour récupérer son parti. Mais je voudrais rappeler que en Afrique du Sud, Nelson Mandela n'a pas associé beaucoup de personnes à la négociation. Et je voudrais que la Côte d'Ivoire s'inspire de ce cas pour que les trois présidents continuent la négociation. Mais oui, effectivement, il y a crise au FPI et le président Gbagbo doit avoir une stratégie. Peut-être qu'il veut montrer les muscles avant de discuter avec Affi N'Guessan, mais dans tous les cas, je sais qu'il ne s'amuse pas, il sait là où il va, il pose des actes et il sait exactement là où il va. Alors, le président Laurent Gbagbo décide donc d'ouvrir des discussions. Peut-être que c'était, on va dire, le deuxième point saillant de son agenda politique qu'il est en train de dérouler depuis son retour en Côte d'Ivoire. Ramener la paix au FPI, cela passe forcément par des concessions, selon vous. Qu'est-ce qui pourrait justifier, on va dire, les frictions qui sont remarquées ces derniers jours, ces dernières semaines? Plusieurs communiqués ont été publiés pour critiquer le fait que Laurent Gbagbo soit désigné président du parti et qu'il n'avait donc qu'un seul président, en la personne de Pascal Affi N'Guessan. Non, mais ça, c'est une divergence depuis 10 ans.
C'est ce qui s'est passé, quoi. Parce que Afin Guessan pense qu'il est le remplaçant digne de Laurent Gbagbo. Et il a posé des actes dans ce sens-là. Alors, il s'est trouvé que c'était pas prévu que Gbagbo parte et revienne maintenant, au bout de 10 ans. Il était peut-être prédit, fini. Gbagbo fini déjà, c'est terminé. Bon, maintenant, si par la grâce de Dieu, Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire, Afin Guessan doit se mettre face à la réalité. Parce que Gbagbo il a de la politique dans les veines. C'est ça, il respire. OK? Il va être un éternel combattant, un éternel engagé politique, un éternel militant. Parce qu'il a des convictions qui bougent en lui. Alors, mais aussi, quand Gbagbo n'était pas là, le FPI n'a pas décollé du tout. Hein. C'est resté stagné parce qu'il y a des fidèles, des militants fidèles à Gbagbo. C'est pas des FPI, c'est des Gbagboïstes. Ça, il y en a. Et ceux-là ont entendu, ils ont espéré. Quand il est revenu, je crois que il va redynamiser le parti. Maintenant, c'est à lui de rassembler maintenant. Gbagbo doit comprendre que oui, si le parti, la fissure du parti, j'en fais partie parce que je n'étais pas là. Il n'y avait pas de l'espoir. Alors, il devait savoir que Afin Guessan est un vieux compagnon aussi du parti. Et que c'est une personnalité. Ensemble, ils ont cheminé. Et que s'il essaie de recoller, il devait recoller Afin Guessan. Si Afin Guessan est dans cette dynamique-là, tous ces gens-là qui appellent. Maintenant, il ne faut pas que Gbagbo doit rassurer qu'il est prêt pour la relève. Il doit rassurer. Il doit rassurer que je ne suis que catalyseur pour regrouper mon parti, lui donner la force, et puis je vais remettre le témoin. Et tout le monde aille en compétition pour reconquérir le parti dans les conditions normales. Bon, maintenant, s'il veut s'asseoir maintenant à la tête de son parti et avoir d'autres ambitions, ça aussi, ça va amener d'autres problèmes aussi. Patrick Armand-Poyon, Pascal Afin Guessan avait dit si le président Laurent Gbagbo rentre au pays, je lui remets le FPI, qui n'est donc pas ma propriété personnelle, privée. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est rentré, mais plusieurs communiqués continuent de réaffirmer la présidence du FPI pour Pascal Afin Guessan. On a même constaté la démission de Konaté Navigué, qui est donc vice-président d'Afin Guessan au niveau du FPI, qui dit qu'il ne peut jamais s'opposer à la personnalité que représente Laurent Gbagbo, et qu'il remercie aussi le camarade Nguessan pour l'impact qu'il a eu sur sa carrière politique. Il démissionne donc du FPI à cause donc des divergences qu'il y a aujourd'hui au niveau de ces deux personnalités-là. Et quelle est votre lecture? Non, je crois que Afin Guessan fait de la politique en faisant passer des communiqués. Le président Gbagbo fait de la politique en montrant d'abord les muscles avant de discuter avec Afin Guessan. Donc, en réalité, c'est de la stratégie politique. Maintenant, quand le président et quand le coach et M. Lamine dit qu'il faut que le président Gbagbo montre qu'il prépare la relève, il ne peut pas rassurer quelqu'un, non. Il doit faire croire plutôt qu'il est là. Il doit faire croire que c'est lui, pour rassembler d'abord autour de lui afin de créer une discipline. Si les collaborateurs constatent que Laurent Gbagbo n'est plus dans la course, ils vont se tirer chacun dans les pattes sur la débandade. Donc actuellement, il fait beau jeu en disant « je suis un soldat, je suis prêt pour le combat, je suis votre soldat ». Il fait beau jeu. Il veut rassembler d'abord autour de lui avant maintenant de créer l'association. Donc je crois qu'il ne peut pas rassurer maintenant. En politique, on dit, les gens disent que le président doit faire un communiqué ou faire une déclaration pour dire qu'il s'engage à ne pas faire un troisième mandat. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. Parce que dès qu'il dit ça, son gouvernement va à lambeau. Chaque ministre travaille pour être candidat. Chaque ministre travaille pour ses intérêts. Donc le président doit toujours faire croire qu'il est là afin de créer la discipline autour de lui. Et c'est cette discipline-là qui va faire que nous irons vers les élections avant qu'il puisse y avoir des dauphins qui se positionnent. Donc, je crois que le président Gbagbo fait beau jeu de
montrer les muscles et de jouer le leader du groupe. Et Afi N'Guessan aussi fait beau jeu de sortir les communiqués pour dire ne m'oubliez pas. Au fait, il faut qu'on comprenne que soit la démarche de Laurent Gbagbo, que soit la démarche d'Afi N'Guessan, n'est pas l'un contre l'autre. C'est de la politique pour qu'au moment de discuter, les rapports de force soient en faveur de l'un ou de l'autre. Donc voilà en réalité ce que je pense de cette situation qui est normale. Hein. Ça va se mettre de la même manière où les trois présidents vont parler, de la même manière le président Gbagbo à un moment donné va recevoir le président Afi, ils vont se parler. Je me suis battu corps et âme contre vents et marées pour qu'on évite la rupture entre le président Afi et le président Laurent Gbagbo en vain, puisque nous constatons tous cette rupture-là. Je ne voulais pas du tout ce moment-là. La lettre de démission rendue donc par le vice-président du FPI, Fidèle Afi N'Guessan. Bon, je crois qu'il a fait preuve de réalisme quand même. Hein. Il a fait preuve de réalisme. Je n'ai pas dit... parce que l'FPI, quand même, Laurent Gbagbo est un panafricaniste d'obédience. Je crois que si les militants sont formés dans ce sens-là, ce n'est pas formé comme des partis comment dirais-je, capitalistes. Parce que nous avons des partis capitalistes qui... C'est moi le patron, c'est moi qui décide, c'est moi qui apporte l'argent. Je dis, taisez-vous, acclamez-moi. Parce que moi, je n'ai pas été formé comme ça. Moi, je discute, je dis à mon leader politique, je ne suis pas d'accord. Ok, je peux t'appeler sur la table, je dis je ne suis pas d'accord. On s'appelle camarades, nous sommes tous des camarades. Il n'y a pas de privilège, c'est-à-dire qu'en fait, on se donne du respect. Mais s'il est formé dans le militantisme socialiste, je crois que le fait de dire, écoutez, rassemblons nos forces, je voudrais qu'on ait une relève de qualité. Moi, c'est le parti, il faut qu'on regroupe nos forces. Mon cap, c'est ça. Il faut donner une vision de ce qu'il veut faire. C'est fédérateur aussi, quoi. Parce qu'il n'a pas l'appareil d'État, hein, c'est un parti politique. Un parti politique, c'est une association. C'est une association. Il n'est pas président de la République avec les gouvernements pour dire j'ai peur que les gens vont en débandade. Je comprends coach Pognon, mais je suis en train de parler en termes de gestion d'un parti qui est une association. Je crois qu'il est absent pendant 10 ans pour ne pas frustrer les autres qui étaient là en train de se débrouiller, parce qu'ils ne croyaient plus à ce qu'ils reviennent et être dans cette position-là. Ils pouvaient quand même, une diplomatie politique, essayer de déployer les moyens pour pouvoir rassurer tout le monde que mon rôle fondamental, c'est de donner une dynamique à la FPI, mais pas pour diviser la FPI. Bon, comme coach l'a dit, quand il va asseoir les bases, je crois que fondamentalement, il va tendre la main à Afi N'Guessan. Ça, c'est... Mais on a l'impression, Patrick Ramon, que ça traîne. Afi N'Guessan n'a pas été reçu, notamment en Belgique. Il avait même pris un vol, il était parti, il n'a pas eu gain de cause, il n'a pas été reçu. Le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. On n'a pas l'impression que ça avance non plus. Le vice-président Fidèle Afi N'Guessan vient de démissionner. Ça veut dire que ça coince quelque part. Non, ça ne coince pas. Ne demandez pas au président Gbagbo de recevoir Afi avant de se battre pour ceux qui sont en prison pour lui. Il faut d'abord qu'il s'occupe des gens qui lui ont été fidèles avant de s'occuper de celui qui a pris le parti. Donc, comprenez que c'est une démarche. Il n'a même pas encore rencontré ses militants. C'est maintenant, aujourd'hui, il va rencontrer ses militants. Donc, comment voulez-vous qu'il rencontre Afi N'Guessan? Avec quoi? Il était absent 10 ans. Il est venu. Il doit faire le point de la situation. Il doit revoir la maison avant d'aller discuter avec Afi N'Guessan. Maintenant, Afi N'Guessan aussi a raison d'impatienter et tout. Il n'y a pas d'élection en vue. Il n'y a pas d'élection en vue. Pour qu'on puisse dire que pour ces élections, il doit rapidement recevoir Afi N'Guessan et tout. Pour le moment, il est en train de mettre de l'ordre dans la maison. La maison qui lui est restée fidèle. Maintenant, avec cette maison fidèle, il va rencontrer maintenant celui qui allait un peu dehors. Et ils vont discuter. Mais comprenez que le timing est bon. Il est d'abord en train de faire les choses d'abord avec ceux qui lui ont été fidèles. Il ne peut pas les laisser en prison rencontrer Afi N'Guessan. Donc, il faut d'abord qu'il s'occupe de ceux qui lui sont restés fidèles. Et c'est avec eux maintenant qu'il va parler avec Afi pour lui montrer que, bon, tu as vu, on a fait bourse du travail, on a fait Traiville, tu as vu que tout le monde est avec moi.
Donc, on va discuter, mais toi aussi, diminue un peu tes prétentions, tes attentes, parce que, bon, tu vois, j'ai repris la maison. Et donc, c'est pour ça. Il veut d'abord montrer les muscles avant de le recevoir. Et je crois que ça va se faire. C'est une logique qu'il est en train de suivre. Permettez-lui de mettre de l'ordre dans la maison. Et après, ceux qui sont dehors, il va aller les chercher maintenant pour les ramener à la maison. Parce qu'à la fin, ça ne craint-il pas qu'on lui fasse harakiri? Non, tu sais, ce que j'ai dit, Laurent Gbagbo, dans la vie politique ivoirienne, c'est un professeur, hein, il mérite. Ok, et c'est pendant les périodes de braise que lui, il se battait. Là où on n'osait pas dire je suis contre le tout-puissant Félix Houphouët-Boigny. Donc, c'est pas maintenant que les Africains peuvent le créer. Non, pour lui, il n'y a pas, c'est un non-événement, quoi. Mais je suis en train de dire tout simplement que je rejoins Patrick. Patrick, tu m'as convaincu, hein, parce que il n'y a pas d'élection en vue, c'est vrai. Il faut déjà qu'ils rassemblent, montrer, etc. Ils finiront par se donner la main par A ou B. Parce que Laurent Gbagbo, c'est lui qui incarne le leadership, hein, au FPI. Et d'ailleurs, même dans l'opposition actuelle, c'est lui, hein, c'est le maître. Voilà, donc ça, il faut reconnaître cela. Patrick Armand-Poyon, l'autre dossier, sinon l'autre patate chaude, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est Simone Gbagbo, qui donc aujourd'hui est libérée des liens de la justice internationale. La CPI retire le mandat d'arrêt international qui courait contre elle. Beaucoup sont en train de voir, hein, pourquoi pas un repositionnement politique pour Simone Gbagbo. Quelle est votre lecture? Oui, je crois que Simone Gbagbo a même créé déjà un repositionnement de Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, n'oubliez pas, quand il est arrivé, il a commencé par décocher des tirs. Divorce ici, rupture avec l'église évangélique, attaque à président Alassane Ouattara. Mais il a vu que dans son dos, Simone Gbagbo est en train de construire autre chose. Il a dû se repositionner pour ne pas laisser d'espace à Simone Gbagbo. Donc, en fait, c'est de la politique à haute dose que tous sont en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'ils sont tous expérimentés, ils sont tous capables du meilleur. Donc, c'est un jeu où celui qui fait 5 minutes d'inattention, il va regretter amerement. Donc, c'est pour dire que c'est-à-dire que le président Gbagbo fait beau jeu, parce que s'il commence par dire succession, Simone Gbagbo va broyer la succession. Alors, il faut d'abord qu'il se positionne suffisamment pour attirer les projecteurs vers lui, afin d'orienter maintenant ces projecteurs vers son dauphin. Donc, c'est un jeu tactique où personne ne doit faire d'erreur, parce que l'erreur sera politiquement mortelle. Lamine Cissé, Simone Gbagbo. Mais c'est un effet d'entraînement, hein. Ça, c'est un effet d'entraînement. Ton mari qui a été chef d'État n'est pas et acquitté pour le crime contre l'humanité, c'est pas la femme qui va aller être accusée. Le retrait était donc normal. Non, mais c'est tout à fait, c'est un effet d'entraînement. Qu'est-ce qu'il va aller dire avec Simone Gbagbo? Simone Gbagbo ne bénéficiait que du pouvoir du mari. Voilà. Donc, c'est pas possible qu'on laisse le chef de l'État, chef des armées, président de la République, qui est acquitté, et c'est la femme, on va prendre pour faire quoi? Non. Donc, je crois que c'est la logique normale, quoi. Mais Alassane Ouattara, en son temps, a refusé, hein? A refusé de l'estrader. Non, de la refuser. Je crois que le temps lui a donné raison, quoi. Voilà. Et par rapport au repositionnement politique de Simone Gbagbo, est-ce qu'elle peut avoir des ambitions politiques? Il faut comprendre Simone Gbagbo, il est dans les mêmes mentalités que Laurent Gbagbo. Simone Gbagbo fut un syndicaliste. Elle fut syndicaliste. Un syndicaliste meurt syndicaliste. Simone Gbagbo, le combat qu'il mène là, il ne peut jamais croiser les bras comme les autres femmes. Elle a été toujours femme de terrain. Têtue, engagée, tout ça là. Il ne laisse pas, quand il est mort, il ne laisse pas. Donc, évidemment, Gbagbo connaît la nature. Et puis, il fallait un Simone Gbagbo à côté de Gbagbo pour tenir aussi. Hein. Simone Gbagbo s'est battu avec Gbagbo ensemble parce qu'il a la femme de cette trempe-là. Donc, il ne faut pas attendre à ce que Simone Gbagbo fasse les vernis sur les ongles, les faire le cheveu, aller s'asseoir, dire non, jamais. C'est une femme de terrain, de conviction, de combat. Elle est syndicaliste de qui? De combattante syndicaliste. Donc, je pense qu'il ne va pas faire cadeau. Il ne va pas du tout faire cadeau. Maintenant, jusqu'à arracher le parti à Laurent Gbagbo, c'est ce qui n'est pas possible.
Mais la rupture annoncée ou effective entre les deux pourrait avoir des effets d'entraînement, Patrick Armand-Pouillon? Oui, maintenant, est-ce que la rupture là tient toujours? On n'en sait rien. Donc, parce qu'il y a un repositionnement de le président Laurent Gbagbo, on n'a pas encore des éléments sur jusqu'où ce repositionnement va. Parce que vous voyez, le président Gbagbo, depuis la sortie de Simone Gbagbo, il est très peu, il parle très peu, hein, il est très peu, en tout cas, il s'exprime très peu. Donc, à partir de cet instant, on ne sait même pas s'ils vont réellement divorcer encore. Je crois savoir, selon les rumeurs, que Simone Gbagbo demande 20 milliards pour divorcer. Bon, donc, bref, c'est-à-dire qu'il y a un repositionnement qui change tout. Donc, on ne sait pas s'ils vont divorcer. On ne sait pas s'ils vont se séparer politiquement aussi. On ne sait pas. Donc, bref, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire qui va être écrit après dans des livres, hein, pour l'histoire. Mais pour le moment, on est au début de l'histoire. On va raconter l'histoire à la fin de l'histoire. Lamine Cissé, Bon, moi, je pense qu'entre Simone Gbagbo et c'est pas maintenant, hein, c'est maintenant que c'est devenu officiel, cette séparation, parce que les négociations n'ont pas abouti pour s'entendre à l'amiable et se séparer. C'est Simone Gbagbo qui n'a pas voulu cela, mais Laurent, lui, depuis longtemps, le président Roland, depuis longtemps, hein, même quand il était à la CPI, voulait vraiment que ça finisse entre elle et... Alors, donc, lui-même, il a dit qu'il est contraint de soumettre le dossier au niveau de la justice. Mais je crois que fondamentalement, il a une autre femme qui lui fait le bonheur. Et le mariage, c'est pas qu'on soit ensemble. Il faut tenir compte du cœur et du bonheur que ça procure. Le mariage, c'est le cœur qui se marie, c'est pas le corps qui se marie. Mais quelles que soient les circonstances, le mariage entre Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo ne peut jamais, même si la loi les sépare, ils ne peuvent jamais être séparés parce qu'ils ont des enfants qui les lient. Je crois qu'il y a 4 enfants déjà qui les lient fondamentalement. Et puis, ce lien, la personne ne peut briser cela. Maintenant, est-ce que cela va avoir une influence sur la vie politique? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le FPI a besoin de Laurent Gbagbo. Parce que le FPI a été stagnante. Était stagnant du moins. Ne bougeait pas. Mais avec Laurent Gbagbo, tu vois l'enthousiasme, la dynamique, l'engagement populaire. Il a trouvé le Gbagbo d'antan, quoi. Donc, je crois que le FPI sans Gbagbo, c'est comme au Sénégal, le PDS sans le président Ouad. Aujourd'hui, le président Ouad, il se met à Dakar, les gens délirent jusqu'à présent. Voilà, je crois que leur mariage n'aura pas, la séparation n'aura pas d'impact sur la conduite du parti, parce que tous les deux, ils sont affaiblis, mais le symbolisme, ce symbole de lutte pour le parti, c'est celui qui l'incarne aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo. Et qu'est-ce qui, Patrick Armand-Pouillon, a pu pousser ces deux, on va dire, deux faces d'une même médaille vers la porte de non-retour? On parle de la prison où Laurent Gbagbo a été envoyé, notamment à La Haye. Plusieurs années donc se sont écoulées. Ils ont essayé de négocier. Il n'y a pas de règlement à l'amiable. On porte l'affaire devant les tribunaux. Après, on ne parle plus. Qu'est-ce qui peut expliquer ces finalités-là entre les deux personnes? Non, vous savez, la langue et la danse sont dans la bouche. Ils se bagarrent tout le temps, mais ils sont tout le temps ensemble. Mais un beau jour, la danse s'enlève et part. Donc, à partir de cet instant, je ne peux pas dire exactement qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est passé. Encore que ces deux-là sont tellement liés que ne comptez pas sur eux pour vous faire des confidences. Je crois que globalement, ça ne roule plus. Moi, des informations que j'ai, il était question même que si le président Laurent Gbagbo gagnait ce mandat-là de 2010, c'était dans le but aussi de divorcer juste après. Donc, ce n'est pas maintenant. Hein, selon les informations que j'ai, c'est depuis 2010 que le président Laurent Gbagbo envisageait de divorcer pour convoler en juste noces avec sa nouvelle épouse. Donc, je crois que globalement, mais je sens que les lignes bougent, je sens que la sagesse est en train de revenir, je sens que des médiateurs sont en train de travailler. Et donc, comme l'ami l'a dit, on peut ne pas déchirer
stade de mariage. On ne peut ne pas déchirer ça, même s'ils peuvent rester séparés. Et je crois que les choses sont en train d'aller dans le sens que le divorce ne soit pas prononcé. Mais comme Lamine dit que le mariage, c'est une relation du cœur, mais c'est aussi une relation du corps. Hein. C'est principalement d'avoir une relation du corps avant une relation du cœur. C'est le corps qui ordonne après au cœur de s'engager. Donc, bref, et les scientifiques vont vous dire que quand une femme fait l'amour tous les jours avec un homme, elle finit toujours par aimer l'homme. Donc, les deux vont ensemble. Et je crois que ça va aller. Croyons que la Côte d'Ivoire qui est en train de se reconstruire, les leaders politiques aussi vont se reconstruire, vont faire la paix, vont rapprocher les positions et nous aurons des lendemains meilleurs pour leur couple et pour la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé du FPI, nous avons parlé du PDCI, nous allons parler du RHDP, du président Alassane Ouattara. Sa sortie, ou ces deux récentes sorties, ont, semble-t-il, sifflé quelque peu la fin de la récréation au niveau de sa troupe, où quelques ministres ont eu à tenir des propos extrêmement durs, notamment à l'endroit des anciens présidents. Est-ce que vous avez l'impression que le président Ouattara a repris le leadership naturel qui est le sien sur le RHDP? Non, mais il a le leadership, hein, parce que Alassane Ouattara, c'est le principal bailleur de fonds, d'abord du RDR. Il a mis beaucoup d'argent, les immeubles, il a acheté le siège qu'il a construit, tout ça là. Et c'est bien, il a toujours le leadership. Et quand on dit RHDP, c'est lui qui a créé cette dynamique-là. Maintenant, c'est ça le leadership. Il ne faut pas laisser les gens compromettre la paix. Comme je vous l'ai dit, de part et d'autre, il y a des caciques qui sont là. Il y a au niveau du RHDP qui ne veulent pas du tout cette réconciliation. Il y a au niveau des FPI qui ne veulent pas du tout parler. Et le PDCI, c'est pareil. Donc, c'est les leaders qui doivent mettre de l'ordre. Parce qu'en fait, c'est par leur intérêt individuel qu'ils veulent peut-être ne pas, par des privilèges qu'ils ne veulent pas que les rapprochements se font. Parce que quand les rapprochements se font, les bases de la gouvernance s'élargissent. Et quand la base de la gouvernance s'élargit, tout le monde est dedans. Et certains privilèges vont être coupés. Et il y a d'autres qui pensent que non, il ne faut jamais que nous devons rester au pouvoir, il faut pas. Alors, ces rapprochements-là, ça va nous fragiliser. Tu vois, il y a tous ces éléments-là qu'il faut tenir compte. Donc, quand Alassane Ouattara sort, tu sais, dans un parti politique, quand il y a ou bien dans un gouvernement, quand il y a des partisans de la mouvance qui sortent et disent quelque chose, et que le président ne dit rien, c'est qu'il est d'accord avec eux. Souvent, c'est le président même qui les pousse à aller dire. Mais là, les déclarations, là, ceux qui l'ont fait sont responsables. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Pour qu'il montre que ce n'est pas lui, il faut qu'il sorte pour bander les muscles. Plus jamais ça. Et ça ne se fera pas. La discipline de troupes, c'est important pour la suite de la négociation. C'est extrêmement important. Et cela est valable pour le FPI. Si les gens qui sortent pour tirer sur Laurent Gbagbo, pour qu'à se réconcilier, ils n'ont qu'à les freiner, ils n'ont qu'à arrêter ça, là. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça, quoi, franchement. Patrick Arban-Pouyon, au niveau du RHDP, Alassane Ouattara semble avoir repris ou confirmé son leadership. C'est votre lecture aussi? Quand Guillaume Soro lui a désobéi, il est en exil. Quand Guillaume Soro lui a désobéi, il est en exil. Alors ne demandez pas aux autres de désobéir. Donc Alassane Ouattara tient vraiment la maison RHDP. Et donc à partir de cet instant, quand il siffle la fin de la récréation s'arrête. Mais lorsque, comme l'ami l'a dit, lorsque ça va l'arranger de relancer encore la récréation, il va encore relancer la récréation. Donc c'est lui le maître du temps, le maître des circonstances, le maître des choses, de l'horloge aujourd'hui en Côte d'Ivoire et dans son parti. Donc, au moment où il a voulu que certains donnent des coups, il les a laissés donner des coups. Au moment où il a voulu calmer le jeu, il a calmé le jeu. Et quand le président parle, les autres se taisent. Maintenant, le jour où il sentira que les autres camps ont commencé par décocher des tirs, il laissera encore ses lieutenants décocher des tirs. Donc, je crois que, comme il a dit, la discipline est au sein de ce parti comme au sein des autres partis. Merci beaucoup. Vous êtes Patrick Arban-Pouyon. Lamine Sissi, rapidement, un mot de fin, 30 secondes. Le mot de fin, c'est juste que la Côte d'Ivoire impacte la réconciliation dans les pays en Afrique de l'Ouest. En Afrique d'une manière globale, tu vois, en Afrique centrale, au RDC, on a vu ça, il y a une évolution.
il faut que la Côte d'Ivoire, l'exemple de la Côte d'Ivoire, des 3 chefs d'État, si on a la chance de voir des chefs d'État vivants, quand on est là, mais allez aussi dans la concertation pour apaiser, que Dieu amène la paix en Côte d'Ivoire et que les actions qu'ils sont en train de mener soient bénies par le Tout-Puissant. On vous aura compris, c'est une prière que nous partageons ensemble avec vous et avec Patrick Armand Pognon, professeur émérite en coaching intégral, président de l'association Fiat Monde. Vous êtes Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Il était donc question de la Côte d'Ivoire dans son ensemble, dans son actualité politique, une actualité qui est aujourd'hui marquée par, on va dire, une joie, une paix et donc des assises et des discussions permanentes entre les grandes personnalités de ce pays-là. C'est un souhait que nous partageons aussi avec vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de Angle de Vue.